Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo, non pas du dimanche, mais bien le FAQ que je vous avais promis. Chose promise, chose due, nous voilà réunis en ce jeudi pour que je réponde à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors je vous avertis, c'est un exercice qui est absolument pas évident pour moi, parce que déjà, j'ai horreur de ne parler que de moi. J'ai été plus stressée, ça fait 10 fois que je recommence la vidéo, parce que je suis plus stressée de faire une vidéo FAQ, alors que dans ma tête, j'avais pensé que ce serait cool et sans prise de tête, que lorsque je vous fais mes vidéos de sujets. Il y a un truc à creuser, je pense, parce que pour être stressé comme ça, il doit y avoir un souci, au-delà du fait de ne simplement pas aimer parler de soi. Mais bref, pareil aussi, j'ai été extrêmement étonnée de me rendre compte qu'il y avait eu énormément de questions d'ordre personnel. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je vous avoue, il y en a certaines, je les ai passées à l'as parce que, comme je l'avais expliqué déjà dans ma première vidéo FAQ pour fêter les 5000 abonnés, il y a des espaces que je préfère pour l'instant préserver par rapport à tout un tas de mauvaises expériences que j'ai pu rencontrer sur Internet. Par contre, j'ai essayé d'être le plus honnête avec vous et de prendre les questions les plus récurrentes et aussi les plus pertinentes et de faire de mon mieux. D'ailleurs, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'auraient pas vu la toute première vidéo des 5000 abonnés, je vous mets le lien dans la barre de description de celle-ci. Je vous conseille d'aller la voir parce que même si forcément, pour répondre à certaines des questions que vous m'avez posées aujourd'hui, je vais devoir revenir sur des choses que j'avais déjà dites dans cette vidéo. Je ne vais pas y rentrer complètement et autant en profondeur parce que déjà ce serait pas très cool pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Et puis en plus, je me dis que il y a qu'à aller la voir pour avoir des réponses, alors qu'il y avait d'autres questions sur lesquelles j'avais envie d'un peu plus m'attarder. Alors, pour ceux qui ont posé à propos, par exemple, de pourquoi avoir choisi le pseudo Ayam Mazekin, mon parcours scolaire, mon parcours de vie, etc., allez cliquer dans la barre de description de cette vidéo sur le lien des 5000 abonnés. Je vais essayer de l'intégrer ici parce que je sais que c'est plus simple de cliquer tout de suite sur l'écran, mais la vérité, je ne suis pas douée. Et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé comment faire. Bref, en attendant, on va rentrer dans le vif de vos questions. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Allez, on y va, c'est maintenant. Alors j'ai essayé de classer, pour être honnête, j'ai essayé de classer par thème, mais bon, je me suis un peu éparpillée. On va commencer par vie personnelle et vie familiale. Première question qui est beaucoup revenue, est-il difficile de vivre à Las Vegas? Pourquoi Las Vegas? Comment as-tu atterri à Las Vegas? Alors pareil, ça c'est tout expliqué dans la première vidéo, mais Las Vegas, c'est parce que j'ai suivi mon ex-mari, c'est comme ça que j'ai atterri à Las Vegas. La problématique qui est venue avec Las Vegas, c'est qu'avant de vivre à Las Vegas, j'étais en Nouvelle-Zélande, que la Nouvelle-Zélande est un pays dont je suis tombée amoureuse et où pour élever un enfant, je le recommande à n'importe qui. C'est un bonheur absolu. Et quand mon ex-mari m'a annoncé qu'on devait partir pour des raisons professionnelles à Las Vegas, mon monde s'est effondré. Je crois que j'ai dû pleurer 3 mois non-stop avant de partir de Nouvelle-Zélande, et parce que justement j'avais cet a priori Las Vegas, casino, tout ce qui va avec le monde de la nuit, tout ce dont j'ai horreur, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas quoi. Après il y avait des opportunités professionnelles qui ne se refusaient pas, et j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Mais c'est vrai que comme toute personne qui n'est jamais venue à Las Vegas, comme toute personne qui est venue à Las Vegas, mais qui n'est pas sortie du strip, le strip, vous êtes en train de le voir en image, c'est ce qu'on appelle la bande. Le strip, ça veut dire la bande. Et en fait, c'est là où tous les casinos, tous les hôtels, tous les pièges à touristes sont concentrés. Et effectivement, pour moi, Vegas, ça se résumait à ça. Or, j'ai découvert que Vegas, c'était bien plus que ça. Alors, bien évidemment, ça n'a pas été facile au départ. Il a fallu que je m'adapte. J'ai été assez déstabilisée parce que, je vous le disais, j'étais en Nouvelle-Zélande. Je vivais une vie colchique dans les prés. Tout le monde était peace and love. On était nature, organique, confiance, échange. Mais vraiment... Et j'arrive ici où pour rentrer dans les écoles, il faut taper des codes aux entrées. J'arrive ici où tout est beaucoup plus grand et où j'avais, je vous dis, cette appréhension. Bon, ben, pourtant, ça a été
comme une évidence. La vie locale et la vie du strip et des touristes, ça n'a rien à voir. Vegas, c'est une des villes où je me suis sentie le plus en sécurité. Alors dernièrement, ça s'est détérioré, mais jusqu'à présent, c'était, pour vous dire, je pouvais me permettre d'aller faire mes courses à 2h du matin ou à n'importe quelle heure de la nuit, mais sans même me poser la question de si ça craint, si je vais faire de mauvaises rencontres, etc. Les décors, les grands espaces, les décors à l'américaine, les couleurs, la douceur de vivre. Ici, tout est propre, il n'y a pas de tag, c'est pas sale par terre, c'est safe. Le climat... Alors, je l'avais dit aussi dans ma première vidéo, avant la Nouvelle-Zélande, j'étais aussi en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu aussi, parce que voilà, c'est aussi ça, hein, c'est que moi, Las Vegas, ça n'a pas été mon premier voyage, je ne suis pas partie de ma France natale et j'ai pas atterri ici sans point de comparaison. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande et le climat de Vegas qui est très sec, qui est très chaud, moi, c'est beaucoup... Je me suis plus vite adaptée à Las Vegas, par exemple, que ce que je me suis adaptée en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, Nouvelle-Calédonie, je pense fort à vous. Je suis de près l'actualité en ce moment parce que forcément, j'ai énormément d'amis qui sont toujours sur place et ça me brise le cœur. Mais enfin, tout ça pour dire que difficile de vivre à Las Vegas, non. J'ai pas trouvé. Après, c'est toujours pareil. Si vous êtes quelqu'un qui est très attaché à votre pays, si c'est votre premier voyage, chacun a une expérience différente. Je sais que parmi certaines personnes, certains Français que j'ai pu rencontrer, certaines ne se sont jamais adaptés et sont rentrés à la moindre occasion. Parce que Vegas, c'était aussi beaucoup de tentations. D'autres, parce qu'ils avaient le mal du pays. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je vous l'ai dit, pour moi, Vegas, c'était réellement comme une évidence, comme si l'univers m'avait mis à ma place. Et comme entre-temps, en ayant quitté Marseille jusqu'à atterrir à Las Vegas, il y avait tellement d'endroits où j'avais vécu, où je ne m'étais pas forcément sentie à ma place, pour la première fois, j'avais l'impression d'être à la maison. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde, tous les plus beaux décors du monde, et chaque ville a ses avantages et ses inconvénients. Bon, Vegas n'y échappe pas, mais vraiment pour les plus agressifs qui viennent me dire Vegas, la ville de Sodome et Gomorrhe, je vous assure que sur le papier peut-être, le côté touristique certainement, la vie de tous les jours absolument pas. Deuxième question, comment ton fils vit-il ta chaîne? Alors, mon fils vit très très bien ma chaîne. C'est d'ailleurs le seul dans mon entourage direct qui vit réellement bien ma chaîne. Et pour tout vous dire, il me propose même des sujets. J'ai la chance d'avoir un petit qui aime lire, qui est curieux de tout, qui est fermé à rien. Peux-tu au passage nous parler de ta vie aux États-Unis, tes rapports avec les Américains, s'il y a un effondrement comme ici, le moral, la population, le niveau d'éveil? Alors cette question, elle a englobé pas mal de choses. Alors, mes rapports avec les Américains. Il faut savoir que je vais pas parler des Américains en général, parce que c'est comme partout ailleurs, c'est-à-dire par exemple en France, les Marseillais n'ont pas la même mentalité que les Parisiens. Les Parisiens n'ont pas la même mentalité que les gens du Nord. Les gens du Nord, bref, vous m'avez compris. Bon, c'est pareil. Donc, je vais vraiment me contenter de vous parler des Américains du Nevada, des Américains que je connais le mieux. La vérité, c'est que c'est très compliqué très compliqué, j'y vais fort. Ils sont très superficiels. Leurs rapports sont très superficiels. C'est-à-dire... j'ai pas envie d'utiliser le terme hypocrite, mais pour nous, Français, c'est comme ça qu'on le ressent, parce qu'ils sont toujours... À Marseille, on dirait les ravis de la crèche. Oh my God, everything is amazing. You're amazing, wonderful, fantastic. Have a great day. Have a wonderful day. Les mecs sont tous intenses, on dirait tous presque qu'ils ont trouvé la pilule du bonheur et que c'est too much. Ils sont sans arrêt en train, mais ça fait du bien en vérité. Mais c'est vrai que pour nous Français, on est tout de suite très suspicieux. Genre, mais attends, tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour, tout de suite, la nana elle va te dire oh là là, comment vous êtes belle. J'aime vos chaussures. Comment allez-vous dans cette merveilleuse journée? Voilà. Après, le problème aussi, c'est que toi, dans ta tête de français, tu vas dire wow. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut? Calme-toi.
Et beaucoup ont tendance à associer ça à de l'hypocrisie. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est de l'hypocrisie. Et quand bien même ce serait de l'hypocrisie, je préfère une hypocrisie joyeuse et sympathique que, par exemple, quand tu vas en France. Alors, je vais faire un truc, je vais cristalliser des endroits, mais je sais que moi, la dernière fois que je suis allée en France et que je suis allée à Paris, bon, c'était il y a très longtemps, juste en 2014, mais les gens, ils étaient méchants, quoi. Ils souriaient pas, les serveurs étaient pas avenants. À un moment donné, j'ai eu besoin d'aide parce que j'étais toute seule et que j'avais des gros bagages. Il y a personne qui a voulu m'aider. Donc ça, quand ça fait longtemps que t'es pas rentré en France et que tu arrives, c'est très choquant et à la limite, je préfère ce genre de rapport superficiel, mais kumbaya, où tout le monde est content, etc. Mais après aussi, quelque chose qui me gêne un peu plus, c'est qu'ils ils comprennent pas le sarcasme, ils comprennent pas l'ironie, et forcément, ça amène à des situations cocasses, pour moi, pas vraiment pour eux, où ils vont pas comprendre le troisième degré, pour eux, c'est juste méchant. C'est pour ça que d'ailleurs, les Français, on a la réputation auprès des Américains d'être très méchants. Après, d'un autre côté, moi, je les trouve trop gnangnan. Ouais. Ils sont toujours en train de dire « Oh là là, this is so rude ». Mais même mon fils, c'est-à-dire que moi, mon fils, les fois où j'ai voulu être drôle et où je me suis permis une petite remontrance acidulée et ironique, lui, le premier, il m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est tellement méchant ». Bon, ça, moi, j'ai un petit peu de mal, avec cette espèce de faiblesse, tout est méchant, on peut pas rire de tout, etc. Ça, j'ai du mal à m'y reconnaître. Voilà pour les plus grosses différences qui, en soi, sont pas du tout problématiques. Est-ce qu'il y a un effondrement? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a un changement dans les mentalités américaines? 100%. Les États-Unis, alors, ça fait exactement... Je suis arrivée à Las Vegas en fin 2010. Entre le moment où je suis arrivée et maintenant, mais le jour et la nuit, ça s'est désagrégé. Moi, je suis arrivée ici, c'était vraiment le pays du free speech, quoi. Tu pouvais parler de tout, tu pouvais voir des gens qui votaient républicains, s'entendre et faire des barbecues avec des démocrates sans que ça pose aucun problème. Là même avec les religions, il y avait pas cette espèce de séparation et d'incompréhension et d'intolérance vis-à-vis des avis et des opinions de tout un chacun. Et ça, j'adorais. Moi, dans mon premier neighborhood, il y avait des gens qui pouvaient avoir une pancarte Obama pour les élections et d'autres, le candidat républicain qui s'opposait à Obama. J'ai complètement oublié son nom. Et ça ne nous empêchait pas d'être amis et ça nous empêchait pas de parler et de disputer nos idées, tu vois, d'affronter nos idées, de confronter nos idées. Je trouvais qu'il y avait un enrichissement mutuel qui en ressortait, qui était mais hyper positif. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a vraiment une différence entre... C'est la politique, pour moi, qui a mis tout ça entre démocrates et républicains, mais c'est-à-dire que maintenant, j'entends des discours qui sont tellement stupides, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire, ils font du profilage politique. C'est bien simple. Quand je vous dis profilage politique, c'est du profilage politique. Mais ça va jusque-là. C'est du style, oh, regarde lui comme il conduit, c'est sûr, il est républicain. Regarde elle comme elle a l'air méchante, certaine, c'est une républicaine. Oh, regarde lui, il a les cheveux bleus, c'est un démocrate. Donc, ce genre de choses. Et là, je vous utilise des exemples mignons, mais je veux vraiment que vous vous disiez qu'à un moment donné, c'est pour tout. Et ça, alors ça, par contre, moi, ça me fatigue. Mais ça me divise toute seule, quoi. C'est-à-dire, moi, il y a des gens, maintenant, pourtant qui, à l'époque, étaient mes amis, en force de les entendre dire ce genre de conneries, j'ai de moins en moins de plaisir à aller les rencontrer. Parce que moi, je déteste la cristallisation, je déteste les raccourcis, je déteste l'intolérance. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu à la question sans m'être trop dispersée. Oui, il y a un effondrement. Alors peut-être pas aussi violent, peut-être pas aussi drastique qu'en France, mais j'y suis pas pour la comparaison, mais il y en a un, c'est clair.
Le niveau d'éveil, je trouve que ici, il est un peu plus important dans le sens où les Américains sont moins judgmental. C'est-à-dire, ils sont pas systématiquement dans la critique facile. Puis déjà, il y a toute une culture qui fait qu'elle est différente. Par exemple, il faut bien comprendre qu'ici, 45% de la population américaine, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, croient dans les aliens. Un truc comme 25% de la population qui dit avoir été victime d'enlèvements extraterrestres. C'est des gens qui sont très à l'aise par rapport aux phénomènes paranormaux parce que dans de nombreux États à travers les États-Unis, il y a des histoires, il y a des maisons hantées. Donc, au niveau de l'éveil, ils ont ce terrain où ils sont moins avec des œillères, ils sont moins fermés à des sujets et donc il y a plus de biais de connexion avec, tu vois, on nous a dit ça, mais ça c'était faux, parce que ça c'est... qui fonctionne. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, j'estime qu'ils sont plus éveillés, que le niveau d'éveil est un peu plus avancé qu'en France, bien qu'en France, je trouve qu'on fait des progrès à pas de géant. Vas-tu rester au Nevada? Depuis combien de temps y es-tu? Bon, vas-tu rester au Nevada? Oui, parce que mon fils, c'est sa ville. J'ai construit ma vie, je vous l'ai dit, combien de temps y es-tu? 14 ans. Il n'est pas né ici, hein. Moi, mon fils, il est né en Nouvelle-Calédonie. Donc, je lui ai proposé plusieurs fois s'il voulait rentrer, s'il voulait découvrir de là-bas. Lui, il est américain, 100%. Il veut aller à l'université ici. Sa vie est ici, voilà. On ne voit jamais ton mari. Peux-tu répondre aux rumeurs? Alors, celle-là, elle était magnifique. Je ne pouvais pas ne pas vous la lire. On ne voit jamais ton mari. C'est normal. Ça fait 9 ans, je crois, qu'on est séparés. Et ça doit faire 4 ans et demi qu'on est divorcés. Donc, non, vous ne le voyez pas et vous ne le verrez jamais. Mon ex-mari ne vit même plus aux États-Unis. Peux-tu répondre aux rumeurs? Alors, celle-là, je ne l'ai pas compris. Peux-tu répondre aux rumeurs concernant mon ex-mari? Parce qu'apparemment, il y aurait des rumeurs concernant mon ex-mari. Ou alors, c'est peux-tu répondre aux rumeurs comme quoi je serais un homme? Parce que oui, certains de mes abonnés m'ont envoyé des télégrammes, des comptes Telegram, des comptes Instagram où il y avait des théories, je vous mets les photos normalement si j'arrive à les retrouver, si je les ai pas jetées, où genre il y a quelqu'un, et puis en plus il écrit en anglais le gars, hein, parce qu'il veut être sûr qu'en cas si mes amis américains passaient par là, ils puissent être à même de se poser la question. Donc le gars, qui serait un Parisien de base, a lancé tout un tas de rumeurs sur le fait que je suis un homme. Parce que ma mâchoire, je sais pas quoi, c'est ça, la gloche... Alors, j'ai un enfant. De base, ça devrait faire taire tout à fait ce genre de propagande discriminante. Mais en vérité, non, parce que quelqu'un a dit oui, mais elle a un enfant, mais genre, c'était quoi la réponse? C'était un truc, soit que je l'avais volé, soit que en tant que sata, oui, parce que ces gens-là, vu que je suis un homme, que je me dissimule et tout, c'est que je suis démoniaque, soit que je l'avais volé, ou soit que je l'avais enfanté, je sais plus comment. Donc, bon. Au-delà du fait que c'est un petit peu vexant, parce qu'en plus, pour le coup, il faut savoir que cette mâchoire m'a longtemps complexée. Oui, j'ai ce qu'on appelle un visage taillé au couteau. Mais de là à dire à ce que ça fait de moi un homme, c'est short line, quoi. C'est short, c'est le raccourci, il est tendu. Hein. Donc si c'est cette rumeur, j'espère y avoir répondu. Si ça n'est une autre, dites-moi-le en commentaire, je me ferai plaisir d'y répondre, parce que si ça concerne mon ex-mari, en vérité, j'ai pas trop envie de... Je m'étendrai pas plus, parce que si c'est mon ex-mari, c'est qu'il y a une bonne raison. On va pas mentir, hein. Et s'il y a des rumeurs autour de lui, vu que, comme je vous le dis, ça fait un bon moment qu'on est séparés et que le gars vit même plus à côté de chez moi, s'il y a des rumeurs le concernant, ça m'intéresse pas de ouf. As-tu peur pour ta vie? Non. Non, pas du tout. Pas encore. En tout cas, pas encore. Je pense qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont bien plus de talent, bien plus d'abonnés, bien plus d'informations, beaucoup plus dangereuses que les miennes, que j'ai que 100 000 abonnés. Alors pour nous, c'est énorme. De là à inquiéter les gens de l'ombre, je pense pas. En tout cas, pour le moment, ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas le truc qui m'empêche de dormir. Es-tu croyante? Alors, oui, je suis croyante. Et fort, très fort. Maintenant, je ne vais pas vous dire exactement en quoi, en qui et quelle est mon obédience.
parce que je trouve que ça, c'est comme la politique, c'est des aspects où tu peux te douter à partir du discours et à partir de la personne, mais entre nous, je ne veux pas participer à une propagande et je ne veux pas, ne serait-ce qu'influencer qui que ce soit à croire ou à voter quoi que ce soit, parce que c'est trop délicat et c'est un choix qui est trop personnel. Donc oui, mais en tout cas, clairement, je suis croyante et je crois en quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Le loisir que je préfère. Alors le loisir que je préfère... j'ai de très gros, récemment, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai malheureusement, pour mon grand désespoir, j'ai commencé à avoir de très sérieux problèmes de dos. Et j'ai dû arrêter ce qui me faisait le plus kiffer, c'était la course à pied. Moi, je courais tous les jours, et entre 1h30, 2h, tous les matins. Et c'était ma méditation, c'était mon moment à moi. Quand je courais, j'avais l'impression que je volais, je déconnectais. Bref, je peux plus courir. Donc depuis ça, je suis très très malheureuse. J'essaie de faire des sports qui pallient à la course à pied, mais il n'y a rien pour l'instant qui m'a apporté autant de satisfaction que la course à pied. Et sinon, si donc du coup j'enlève ce loisir que je peux plus pratiquer, j'adore lire. Je suis une grosse lectrice. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui dort très peu. Donc forcément, ceci m'aide à cela. Et je dois lire un livre par semaine. Mes auteurs préférés vont de Dan Brown, je vous l'avais déjà dit, en passant par Donato Carisi. Si vous ne connaissez pas Donato Carisi, commencez par son livre Malefico, qui est du pur génie. Pour moi, Donato Carisi, c'est le Dan Brown italien. J'adore. Quand et comment as-tu eu l'idée de faire une chaîne YouTube? Alors, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les 5000 abonnés. Cette idée, elle m'est venue de base plus pour accompagner mon fils qui voulait créer sa chaîne YouTube et qui se sentait pas de se lancer tout seul. Alors, je l'ai trouvé, pour l'accompagner, pour le motiver, pour qu'on fasse ça tous les deux, je trouvais que c'était un chouette projet de famille. On l'a démarré tous les deux en même temps, sa chaîne et ma chaîne, bien sûr. Moi, de base, comme je suis passionnée aussi par tout ce qui est enquête criminelle, moi... Je sais, ma mère me dit souvent que c'est pas normal. Peut-être je vais me faire lapider en commentaire. Mais moi, tout ce qui est crime, enquête criminelle, les dossiers, là, faites entrer l'accusé. Depuis aussi loin que je me souvienne, je suis friande de ce genre de sujet, je sais pas pourquoi, excusez-moi. De base, cette chaîne, elle était censée faire les true crime. Je regardais beaucoup la chaîne de Boucassine, je regardais beaucoup la chaîne de Restons Prudents, je regardais la chaîne de Victoria Charlton et je regardais la chaîne que j'adore à regarder après minuit. C'était mes modèles, quoi. Et les meufs faisaient que du true crime. Donc, au départ, c'était ce vers quoi je voulais me diriger. Et en fait, mon autre passion, à savoir les civilisations anciennes, découvrir ce qu'on nous cache, les sociétés secrètes, a pris le pas sur sur le fait que j'aimais bien les enquêtes criminelles. Voilà. Alors, prise de conscience et curiosité. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi cette prise de conscience? Alors, la prise de conscience par rapport à la vérité du monde, je pense que je l'ai toujours eue, au fond de moi. Parce que déjà, je vais essayer de ne pas tomber dans l'apitoiement et la victimisation, mais la matrice a pas été très douce avec moi depuis le jour 1 de ma naissance. Et de ce fait, quand la matrice, elle n'est pas douce avec toi, on le vit au départ comme une malédiction et on se dit c'est pas juste, on est la victime d'un système qu'on comprend pas. Pourquoi moi j'ai que des galères? Pourquoi moi ma vie ça ressemble à ça alors que pour d'autres elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus fluide, hein? Parce que clairement moi je vous dis, je déteste parler de moi. Je suis pas née dans la famille la plus saine. Voilà, j'ai tout ce que on peut penser, toutes les épreuves, vraiment, hein, sans vouloir faire dans le pathos. Je pense que j'ai rencontré quand je vous dis dès ma naissance, c'est dès ma naissance. Tous les drames familiaux qu'on peut rencontrer, eh bien, j'y ai eu droit. On va pas mentir, je vais pas vous faire le topo, ça n'a pas été évident. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu
à la sueur de mon front. Rien ne m'a été donné, rien ne m'est tombé tout droit dans les bras, rien. Chaque chose, je l'ai arrachée avec les dents. C'est pour ça que ceux qui me critiquent là en se basant sur le fait que en face on a une femme blonde, vous savez pas, mais à quel point du coup vos propos ils ont pas d'impact parce que ce que vous dites déjà c'est tellement basé sur la merdia que ça peut pas m'atteindre. Je dis ça, je vous le dis juste à vous. Donc pour en revenir à la question. Quand la matrice est pas douce avec toi, t'as déjà tendance à être un peu plus sur le qui-vive et à comprendre qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas trop normalement et que quand t'es pas un endormi parce que tout est fait pour te servir, pour te rassurer et pour te passer la pommade, bon, le résultat est le même, c'est que tu te fais avoir, hein, mais que tu te fais avoir avec le sourire, c'est toujours plus simple que quand tu te fais avoir en conscience. Je pense que il y a toujours eu une prise de conscience parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que les choses n'étaient pas justes, que les choses n'étaient pas normales et qu'il y avait très certainement un truc bien plus profond. Est-ce qu'enfin j'étais curieuse ? Extrêmement curieuse et encore une fois, c'est ce qui m'a sauvée et c'est ce qui m'a sauvée à de très nombreuses reprises. C'est pour ça que justement je trouve que l'école, ça tue l'envie de curiosité aux enfants en imposant des programmes, etc. Et c'est pour ça que je lutte avec mon fils pour qu'il soit curieux. Parce que la connaissance, elle vient avec la curiosité. Et pour que les enfants soient curieux, il faut leur donner l'envie d'être curieux. Quel a été le point de bascule t'amenant à sortir du troupeau pour rejoindre les chercheurs de vérité ? Alors, le point de bascule, il y a eu plusieurs points de bascule, à savoir le premier point de bascule, ça a été les livres de Dan Brown, justement. À savoir qu'on m'avait offert le Da Vinci Code. Et avant, bel et bien avant que le Da Vinci Code soit un buzz, à l'époque, personne n'en avait entendu parler. C'est une amie qui me l'avait offert parce que sa mère l'avait reçu via un abonnement France Loisirs. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le Da Vinci Code et que je suis tombée donc sur cette théorie, chaque page que je tournais, j'avais l'impression que c'était d'une pertinence, d'une vérité, mais que limite, il y avait comme si mon âme, elle répondait directement au livre, comme si je le savais. En fait, c'était juste un constat de quelque chose que je savais et que j'avais toujours su. Ce qui était assez incroyable, vu que j'avais l'impression de ne m'être jamais réellement posé ces questions. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais déjà, à partir de ce livre, j'ai commencé à lire plus de Dan Brown, et ceux qui connaissent Dan Brown le savent, ça m'a amené sur les sujets des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, tu creuses, et quand tu creuses... Je pense que ceux qui ne veulent pas admettre l'indiscutable, c'est parce qu'ils n'ont jamais creusé. Parce que si tu fais 2 minutes, si tu cherches à savoir 2 minutes, toutes les preuves sont là. Et de là, voilà, ça a été crescendo. Après, pour vraiment que ça arrête d'être juste personnel, mes recherches personnelles, etc., ça a été quand j'ai... je déteste vraiment parler de moi. Et là, en plus, on rentre dans le dur du truc. J'en ai parlé vaguement dans une de mes vidéos, j'ai perdu mon grand frère. C'était un choix de sa part, c'est-à-dire il a décidé de partir. La vérité, c'était que plus qu'un grand frère, c'est surtout un père de substitution. C'était mon meilleur ami, mon jumeau. C'était la personne qui me faisait le plus rire au monde, la personne avec qui on se comprenait. Vraiment, on se ressemblait énormément. Et il a décidé de partir suite à bon nombre, de coups de poignard de la matrice, je vais le dire comme ça, et aussi avec une histoire un petit peu sordide derrière. Et quand il est décédé, j'ai souhaité faire la vérité sur la façon, sur ce qui s'était passé, parce que des gens avaient raconté de fausses histoires et de mauvaises histoires qui laissaient une image de mon frère qui n'était pas représentative de l'homme qu'il était. Et dans cette dynamique, je vous le dis, il y avait une femme derrière tout ça, et dans cette dynamique je ne pouvais décemment pas laisser cette femme être les derniers mots de la vie de mon frère. J'ai commencé à écrire un livre de base qui était censé faire la vérité sur justement tout ce qui avait mené mon frère là où il en était arrivé, parce qu'au-delà de la femme, il y avait mon grand frère a vécu en Afrique, il habitait à Pointe-Noire au Congo. Il était amoureux de ce pays, c'était sa maison pour des raisons
Politique, fait, pour des raisons encore qui sont connectées à la matrice. Il a été expulsé et interdit de territoire, et c'est la première chose qui l'a tué. Enfin, c'est compliqué, donc autant vous dire qu'à cause de plein de raisons, j'ai écrit ce livre qui était censé, que je voulais même pas publier, qui était censé être un livre vérité, que je voulais distribuer dans la ville, surtout de ma maman. Parce que c'est là que les mensonges avaient pris le plus d'ampleur, et que je voulais vraiment faire taire toutes les personnes qui pouvaient heurter et peiner ma maman plus que ce qu'elle ne l'était déjà. Donc j'ai fait ce livre en pensant le distribuer gratuitement pour faire la vérité sur sa vie, sur sa mort. Et j'étais passée sur le site My Major Company parce que j'avais besoin de fonds pour pouvoir... j'avais décidé d'en faire 500 exemplaires et j'avais besoin de fonds. Et finalement, en passant par ma Major Company, j'ai finalement été approchée par des maisons d'édition. Et mon livre a été publié et j'ai pu accomplir quelque chose qui a fait du bien à ma mère, qui m'a fait du bien à moi, qui a rétabli la vérité. J'ai rendu hommage à mon frère. Et derrière, comme quoi dans la vie, les choses n'ont pas forcément l'impact que tu penses qu'ils vont avoir, mais tu peux être surpris. C'est grâce à ce livre que j'ai pu avoir ma green card. Il faut le savoir parce que c'est pareil. Si je peux rester aux États-Unis, il n'y a pas eu de mariage, j'ai pas fait de trucs chelous. J'ai eu ma green card avec un visa O1 qui est un visa Special Abilities que j'ai réussi à avoir grâce à mon livre et au fait que j'ai été publié 2 fois parce que derrière j'en ai écrit un autre. Bref, à partir de ce moment-là et à partir de cette dynamique-là et à partir de tout ce qu'il a fallu que je creuse pour pouvoir être le plus proche possible de la réalité par rapport aux implications politiques aussi au Laomi. Bon bref, là je me suis rendu compte dans le cadre des recherches pour ce livre qu'il y avait plein de trucs qu'on ne savait pas, qu'il y avait plein de trucs et qu'il y avait des gens qui disaient la vérité et que ces gens-là étaient en danger, etc., etc. Ça a été franchement le marteau qui a enfoncé le clou. As-tu déjà été toi-même témoin de phénomènes inexpliqués, ovnis, poltergeist, cryptides, etc. Alors oui. J'ai été moi-même témoin. Aujourd'hui, je m'explique pas vraiment ce que c'était à chaque fois, mais je vous avoue que plusieurs fois, il m'est arrivé des trucs inexplicables. J'en ai 3 assez impressionnants parce que j'étais pas seule. Il y en a un, c'était la dernière fois que je suis rentrée en France, en 2014, avec une de mes meilleures amies qui habite à Arles. On rentrait de Fos-sur-Mer, on allait à Arles, on passait par Saint-Martin-de-Crau, c'était de nuit, parce que justement, si j'étais allée en France, c'était pour assurer la tournée promotionnelle de mon livre. Et là, en pleine nuit, au milieu de Saint-Martin-de-Crau, là où il n'y a rien, je vous jure qu'au-dessus des champs, on a vu un truc qui ressemblait à un vaisseau spatial, mais la base, le vaisseau spatial dessiné par Steven Spielberg, il y en a qui vous diront, mais je vous jure qu'on est restés toutes les deux scotchées, que le truc on l'a vu, on l'a plus vu, mais que ça s'est passé à on l'a vu quand même un moment. Après, on a eu l'impression que ça nous suivait, puis finalement ça a disparu, mais je ne m'expliquerai jamais ce que c'était, mais... Aurore, si tu regardes cette vidéo, si tu peux commenter. Voilà. Sinon, une autre fois, allez, je vous fais vite les 3 fois. Une autre fois, j'étais seule, c'était au tout début où j'habitais à Vegas, j'étais seule avec mon petit bout de chou qui devait avoir 2 ans et demi, 3 ans maximum. Et le papa n'était pas là parce que le papa, pour des raisons professionnelles, était en Inde. Et à un moment donné, on était de nuit, tout seul, et il m'appelle. Et il me dit, maman, est-ce que tu peux venir demander au monsieur de plus m'embêter? Et là, c'est-à-dire je suis en bas, le petit est en haut. J'ai le cœur qui s'arrête, je lui dis, mais de quel monsieur? Il me dit, oui, le monsieur. Et là, je monte à l'étage. Et je me rappellerai toujours, il avait une chambre, vous savez, les volumes à l'américaine, toutes les maisons sont immenses. Et il avait une espèce de grande armoire. Il était passionné par les peluches, il faisait une collection de peluches. Il a fait des peluches un peu, tu vois, voilà, de toutes les tailles. Et c'était toujours un petit peu le bordel. Et là, quand j'arrive dans sa chambre, je vois sur les étagères, même sur la plus haute étagère, toutes les peluches rangées et qui regardent dans une même direction. Et il me dit, tu peux lui dire d'arrêter de m'embêter. J'ai eu la peur de ma vie. Et en vérité, j'ai pas su quoi faire. Et je lui dis, viens avec moi plutôt. On va rester en bas. Parce qu'en bas, c'est plus cool. C'est la seule et unique fois. Bon, derrière,
j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. La sauge, j'ai fait purifier la maison, j'ai fait venir une amie à moi qui croyait à ce genre de choses pour qu'elle exorcise des lieux. Ça a été la seule et unique fois que ça s'est produit, mais autant vous dire que j'ai bien flippé. Et la troisième fois, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais partie en week-end à La Redonne en Suisse avec des potes à moi, et dans une maison qu'on avait louée, et en pleine nuit, on s'est tous sentis, il y a une odeur nauséabonde qui a surgi de nulle part, on s'est tous sentis pas bien, mal à l'aise, on a tous eu l'impression qu'on nous observait, on a tous eu une migraine terrible, ce qui fait qu'on a quand même, malgré le malaise, décidé de poursuivre la nuit dans cette maison. Et peu de temps après, on a appris qu'en fait, le propriétaire de la maison s'était immolé par le feu à l'intérieur de sa maison. Est-ce que... Voilà. Ça, c'est mes expériences. J'en ai d'autres, mais celles-là, c'est les vrais 3 qui m'ont marqué. Que penses-tu de la fin des temps qui, selon beaucoup de personnes, semblerait proche? Ben, je pense que oui. Désolée, je pense que oui. La fin des temps est proche, mais la fin des temps, les gens qui disent la fin des temps, c'est la fin de ce temps. Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère. Je ne crois pas à l'apocalypse, Armageddon, quelque chose qui va heurter la planète, qu'on va tous disparaître, etc. Mais je pense qu'effectivement, on arrive à la fin d'une ère et que derrière, il va y avoir un renouveau. Et comme chaque renouveau, malheureusement, il faut que ça passe par une période de chaos. J'ai l'impression qu'on y est. Comment aimerais-tu transformer ta vie professionnelle dans l'idéal? Alors, dans l'idéal, mon rêve absolu, c'est déjà que ma chaîne YouTube soit ma source de revenus principale. D'ailleurs, je vais répondre à la question qui, je sais, arrive plus tard. Mes métiers. Alors, sachez-le, et encore une fois, ça me fait doucement rire parce que j'espère que tous mes haters préférés regarderont cette vidéo, étant donné qu'il y a plein de fois, on dit que j'essaie de faire du business sur votre dos, que derrière, je ferais mieux de trouver du boulot. Bon, sachez que pour pouvoir vivre, je suis, je le répète, une maman célibataire qui ne reçoit d'aide de personne, ni de parents, ni de grands-parents, ni d'ex-mari, ni d'actuel mari, ni de rien. Tout ce que j'ai, je l'ai toute seule, par moi-même. Et en plus, aux États-Unis, il n'y a pas d'aide. Donc, pour pouvoir vivre ici et pour pouvoir offrir une vie de relativement bonne qualité à mon fils, j'ai 3 jobs. D'accord ? Je fais ce qu'on appelle, je vais vous en parler brièvement, je fais ce qu'on appelle des cosmetic inspections. C'est-à-dire que, moi, il faut savoir que de base, j'ai une licence dans l'immobilier, que ici, quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit, vas-y, travaille dans l'immobilier, mais j'avais pas envie parce que l'immobilier, il y a un côté... Pour le coup, j'ai fait des études d'immobilier parce que j'ai voulu croire les professeurs qui arrivent à te convaincre que ton choix de filière et ton choix de profession doit être dicté par tes potentiels futurs revenus. Sauf que ça, j'aurais jamais dû écouter ça. Et vraiment, on m'a à juste titre, hein, c'est clair que ici, surtout aux États-Unis, les agents immobiliers... on va pas dire qu'ils roulent sur l'or parce que c'est pas vrai pour tous, mais quand tu réussis, tu réussis. Mais il y a tout un aspect qui m'a déplu dans la profession, donc j'ai jamais voulu passer l'équivalence d'agent immobilier aux États-Unis. Je n'ai jamais été agent immobilier aux États-Unis. Par contre, j'ai des amis qui le sont. J'ai rencontré des gens qui sont dans ce milieu parce que de base, je vous le dis, hein, c'était mon cursus. Donc, il y a 15 ans en arrière, c'était sur ces bases-là un petit peu que j'étais arrivée. Mais par contre... on m'a proposé ce job qui est donc Cosmetic Inspection. Ici, il y a beaucoup d'agences, de banques qui achètent des maisons un petit peu qui tombent en ruine, qui font ce qu'on appelle des flips, c'est-à-dire ils retapent les maisons, ils font des travaux, etc. Et en l'espace de mois, ils remettent la maison sur le marché en ayant doublé les prix. Et des fois... Avec le problème, c'est que des fois, souvent, la majorité du temps, la vérité, c'est que les travaux qui ont été faits sont de qualité médiocre. Et justement, mon rôle à moi, c'est avant que ces maisons soient remises sur les marchés, ou lorsqu'elles sont en ce qu'on appelle contingent, c'est-à-dire lorsqu'elles sont sur le point de se vendre, je vais checker si les travaux sont de qualité, s'il y a des retouches à faire, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou qui ont été faites avec des matériaux, pas des bons matériaux, etc., etc. Je fais à peu près, pour être très honnête avec vous, 40 maisons par semaine, ce qui me prend énormément de temps.
Quand en plus, il faut savoir, Las Vegas c'est très grand et j'ai des maisons dans tous les coins de Las Vegas. Mais quelque part, je suis contente parce que je sers plus le client que le mec qui essaie de faire du business avec le flip. Je mets beaucoup de cœur parce que pour certains, je sais très bien que acheter une maison, c'est l'achat d'une vie et que si ça peut me permettre d'empêcher toute arnaque potentielle ou de servir la cause des gens qui investissent toute leur économie pour une maison, voilà, c'est un boulot qui est pas facile, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais que l'un dans l'autre, c'est un boulot alimentaire que j'aime faire et qui en plus va dans le sens de mes valeurs. Deuxième boulot, je m'occupe aussi de faire du community management. J'ai à ma charge plusieurs profils de restaurants et de magasins, enfin beaucoup. Je dois en avoir 5 à peu près dans la totalité, parce qu'avec le Covid, j'ai perdu pas mal de clients, mais voilà. Et après, enfin, je suis aussi rédactrice freelance, parce que ça pour mettre du beurre dans les épinards. J'écris des articles pour certains websites. Voilà, ça dépend les commandes que je peux avoir, les missions, je réponds en mission. Et bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube.